Là, François, on va partir dans 15 secondes à peu près. T'es prêt, François? Ouais, go. Allez, c'est parti. Droite. Gauche. Freinage. Merci à toi de me faire vivre ça, c'est trop bon. C'est juste normal. Ce que tu m'offres, tu peux pas imaginer. Je suis content de pouvoir vivre ça avec toi. Et si j'avais été dans cette situation-là, avec un handicap aussi lourd à porter que le tien, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me prenne par la main et qui puisse me faire vivre des expériences aussi incroyables. Julien, bonjour. Salut. François, bonjour. Salut. Merci de nous rejoindre dans le garage tous les deux. Vous avez un peu une expérience tous les deux. Vous faites un couple aujourd'hui qui est un peu extraordinaire parce que vous avez aussi un peu connu la mort tous les deux. Est-ce que c'est ça qui vous a regroupé pour vous donner cette idée de vous lancer dans le défi fou de faire du rallye à moto avec toi, Julien, aux commandes, et puis François, toi, mais complètement aveugle réellement, derrière. Ouais. Et pour appuyer le sujet, est-ce que tu peux me raconter l'histoire qui t'est arrivée, qui a fait que tu as eu un vrai basculement dans ta vie? Bon, en fait, je devais faire le Guidon d'Or, une belle course à l'époque, qui était organisée sur le circuit de Carole. Je devais y aller, et puis 48 heures avant, j'ai expliqué à mon épouse que j'irais pas, parce que si j'allais là-bas, j'allais finir sur un petit chariot. C'était pas la course qu'il fallait que je fasse. Donc je suis allé faire le travail d'un employé à qui j'ai donné ma machine pour les rouler. Et en fait, il y a une roue qui s'est dessoudée. Il y avait un vice de fabrication, ça a fait un disque d'acier qui est parti avec la pression. Le disque d'acier, il est passé à travers la tête, il a coupé la tête en deux à hauteur des yeux. Donc là, je suis resté 3 semaines dans le coma, puis les yeux, ils sont restés au pied de la table, ça s'est fictionné comme ça. Donc au début, oui, c'est vrai, c'est compliqué. Quand on se réveille, on sort du coma, on ne sait pas où on est dans le noir, et là, on vous explique que vous avez eu un grave accident, que vous avez mal à la tête. Et puis quelques semaines après, vous apprenez que finalement, le mal de tête, il a accompagné aussi que la vue, elle est partie, que vous n'avez plus d'odorat. Donc au départ, oui, c'est bien compliqué. Ça n'a pas été facile tous les jours, parce que j'avais une entreprise dans le milieu de la moto, que Julien connaissait bien, Spec Motopièces, où je fabriquais des châssis de moto, on faisait de la pièce détachée neuve, d'importation, d'occasion. Et là, d'un seul coup, non seulement vous avez déjà perdu beaucoup de choses, parce que plus voir, c'est vraiment une catastrophe. La trouille dans le noir, c'est impressionnant. Mais c'est l'entreprise qui va plus, c'est la famille qui se débine. Et c'est allé jusqu'au moment où il a fallu quand même, pour m'en sortir, aller jusqu'à faire une grève de la faim devant les compagnies d'assurance pour pouvoir obtenir un minimum d'acompte, pour pouvoir tenir la tête hors de l'eau. Et puis c'est de là où je suis devenu importateur d'amortisseurs fabriqués en Angleterre, puis d'importateur, quand l'entreprise en Angleterre a déposé, d'importateur, j'ai dit bon, les dernières allocations que je viens enfin de toucher de mon accident, de mes indemnités, je vais les mettre dans un bâtiment, dans des machines, et la marque Umsray ne sera plus une marque anglaise, ce sera une marque française. Et puis on a commencé comme ça à fabriquer quelques centaines d'amortisseurs, et puis aujourd'hui on est à pas loin de 5000 amortisseurs à l'année. Et c'est une belle revanche sur la vie quand même, parce que après ce que tu as vécu extérieurement, hormis le fait que tu sois aveugle, on ne voit pas tout ce que ça aurait pu créer, tu l'as raconté de façon un petit peu plus dure encore tout à l'heure, et d'arriver à recréer une entreprise, à faire travailler des gens et à renaître avec la vie, c'est spectaculaire. Oui, c'est ce que Julien avait fait imprimer sur la combinaison, spectaculaire, c'est bien mon nom. Mais non, en fait, je considère que c'est pas si extraordinaire que ça. La preuve, je l'ai fait. Et puis en fait, c'est que tout simplement, je crois qu'on a tous des super moyens et que c'est que devant le besoin d'aller chercher ces moyens qu'on va y arriver. Et en fait, si demain matin, tu as une jambe en moins, tu apprendras à marcher qu'avec une, mais tu marcheras et tu continueras. Tu n'as pas les yeux, tu compenses avec autre chose, le toucher, et puis tu avances, quoi. Et pour toi, Julien, plusieurs jours de coma, t'as pas récupéré toutes tes facultés tout de suite, ça a mis un certain temps. Suite à mon crash au Dakar, en 2019, j'ai fait donc 4 jours de coma, pronostic vital engagé, 48 heures. Je suis resté 2 mois à l'hôpital. Pendant 8 mois, j'étais au fond du trou. Mais j'avais plus aucune motivation le matin quand je me levais, plus aucun objectif, plus aucune envie, ça m'est jamais arrivé. Je me sentais inutile, je me sentais plus capable de rien faire. Alors que tu as remporté des championnats, qu'on se dit que tu as un moral d'enfer tout le temps, que tu as la gagne imprimée en toi, tatouée. Ouais, je la gagne, je sais pas, mais en tout cas, que je suis en tout cas quelqu'un de positif, quelqu'un qui va de l'avant. Et là, c'était plus le cas en fait. Je me levais le matin, j'avais peur d'aller me coucher le soir, parce que j'avais peur de me réveiller le matin avec cet état d'esprit-là où tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai rien envie de faire en fait.
J'ai aucun objectif, aucune motivation, aucun projet. Et ça n'a jamais été mon cas, ça. Et puis, j'ai eu l'opportunité, j'ai une copine qui m'a proposé de faire un rallye en duo. J'ai pris un Yamaha Niken parce que je voulais pas qu'on puisse m'attendre avec une grosse moto. Tiens, Tomiotti, il est tombé, est-ce qu'il sait encore faire de la moto, est-ce qu'il sait pas faire? À ce moment-là, je sors la tête hors de l'eau, je commence à ressortir la tête hors de l'eau parce que je me dis, waouh, je sais encore faire, ça c'est bien, je sais encore faire, mais surtout j'ai pris du plaisir. Il a fallu 5-6 mois ensuite pour, on va dire, finir de se reconstruire psychologiquement. Et puis je me suis dit, waouh, ça y est, ça va mieux. Ce qui était important, c'est de faire passer un message. En 2017, où on s'est dit, tiens, pourquoi on ne se ferait pas un rallye championnat de France tous les deux? Et là, par contre, je t'emmène derrière, puisque la catégorie rallye duo venait d'être mise en place depuis 1 an. Et il a accepté, je ne sais pas si c'était une preuve d'intelligence de sa part, ça, mais il a accepté, il est monté derrière, et voilà. Mais au moins, maintenant, je sais de quoi je parle quand je parle d'amortisseur en rallye routier. C'est ça. Avec des conditions très particulières. En général, un copilote, c'est celui qui dirige le pilote pour lui dire « Allez, dans 100 mètres, c'est à droite. Dans 200 mètres, tu as 90 degrés. » Donc là, vous inversez d'une certaine manière les rôles. C'est toi, Julien, qui indique à François « Bon, attention, cramponne-toi, ça va être à gauche ou à droite. » Ouais, c'est un petit peu ça, en fait. On est relié par un intercom, voilà, pour pouvoir communiquer. Et du coup, en fait, cet intercom-là, c'est un peu les yeux de François, en fait. Pour l'anecdote, c'est aussi pour la première fois que c'est le pilote qui annonce les notes au copilote. C'est comme si Sébastien Loeb annonçait les notes à Daniel Elena. Je pense pas que ça se passe comme ça dans la voiture. En tout cas, là, il n'y a pas le choix parce que François, forcément, il peut pas anticiper. Quand je suis au départ d'une spéciale, il sait pas si le premier virage, c'est un gauche, s'il y a un gros frein, si c'est une épingle à droite. Donc, il faut lui annoncer les notes au bon moment, 3 secondes avant, pas trop tôt, pas trop tard, pour que lui, il puisse anticiper tout ça. Accélération. Tangente à gauche, tangente à droite. Et grand gauche. Frein et droite léger. Gauche. Frein fort. Là, on est sur un très très rapide. Donc là, une grande ligne droite avec un frein à gauche. Frein gauche. Putain, comment ça doit être serré ce truc là? Arrivée spéciale. Dans 200 mètres. On a fini, c'est bon. Va, tu t'es éclaté? Ah ouais, mais vraiment, ouais. Ah putain, ça me donne envie de faire la journée à mort. Hein. C'est bon ça. Génial, j'adore. C'est quoi les conseils pour quelqu'un qui veut faire du rallye en duo? C'est quoi le conseil essentiel? Qu'est-ce que ça change par rapport au fait de faire un rallye tout simplement? La responsabilité, elle est énorme. Enfin, quand on veut se lancer dans le rallye en duo, il faut déjà avoir roulé tout seul déjà pour savoir comment ça marche, quelles sont les contraintes. Il y a plein de choses. En fait, le rallye, c'est quelque chose qui est très complet parce qu'il faut être vite dans les spéciales, mais il faut aussi avoir une moto qui soit performante, qui soit fiable, savoir naviguer parce qu'il faut, sur les liaisons, savoir se servir d'un roadbook, il faut savoir aller dans la bonne direction, il faut savoir pointer à l'heure, il faut savoir compter parce que si tu pars à 10h48 et qu'il y a 43 minutes pour aller pointer, à quelle heure je dois pointer? Voilà, donc il y a plein de choses qui font qu'il y a une certaine forme de stress et d'adrénaline qui vient se rajouter à tout ça. Donc déjà, c'est bien de l'avoir fait déjà tout seul. Une fois qu'on a déjà compris pas mal de choses de tout ça, ok, on peut le faire à deux. Mais là, en plus, quand on a quelqu'un comme François qui a un handicap, qui est forcément très lourd à porter, la responsabilité, elle est encore plus importante. C'est la responsabilité qui l'on a apporté, hein, c'est pas le bonhomme. Hein. D'accord. C'est ça. Mais mine de rien, il y a une vraie contrainte sur les suspensions arrière, du coup, quand même. François, tu fais combien sans être indiscret? Je te demande pas ton âge, mais du coup, ton poids à 80. Il y a 85 kg de viande derrière. C'est sûr que là, sur cette machine-là, il fallait qu'on fasse des suspensions vraiment pour du duo. Donc là, effectivement, je les ai vraiment personnalisées pour que la machine, elle ne transfère pas trop au freinage, pour qu'à l'axel, la moto, ça ne vienne pas un chopper et qu'il puisse garder l'intérieur de la courbe. Donc oui, il a fallu travailler sur les ressorts, sur l'hydraulique, et puis on a fait quand même quelques périodes d'essai. On a bossé dessus, et on est arrivé à vraiment quelque chose qui était pile poil, parce qu'il n'y a pas eu un seul instant dans toutes les spéciales de ces 4 rallyes où j'ai eu le moindre doute sur le mouvement de la moto. Jamais, jamais, jamais. Faire des spéciales, faire un rallye avec un SDS d'envergure, c'est quoi comme contrainte supplémentaire? Là où effectivement j'ai une chance, c'est que justement le SDS, comme tu l'appelles, c'est lui qui est à l'origine des suspensions et qui peut développer les suspensions dans le bon sens pour faire en sorte que la moto, elle soit adaptée vraiment à ce qu'on veut en faire. Donc en fait, c'est dingue, mais
il n'y a pas plus de mouvement à deux que si j'étais tout seul avec un amortisseur prévu pour une personne en fait. On a réussi à amener les suspensions là où on voulait les amener pour ce qu'on veut en faire pour un pilote et un passager. Dans le cadre d'une spéciale de rallye où ça roule de manière très très dynamique. Ça c'est vraiment génial de voir que la moto en fait elle est maintenue, elle se maintient à l'accélération, au freinage elle bouge pas, il n'y a pas trop de mouvement d'assiette. C'est vraiment bluffant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as les premiers virages et puis 5 virages après, François, tu dis à Julien, bon ben au prochain arrêt, c'est 3 coups de clic à droite, 5 à gauche. Le premier virage. Dès sorti du premier virage, Julien, t'as senti là la moto, comme elle a fait, elle a élargi, elle est trop partie sur l'arrière, regarde, on a perdu peut-être un peu d'adhérence, bon bah alors on va descendre, on va freiner un peu de détente, en vitesse, en basse vitesse, et je lui explique le pourquoi du comment en même temps. Parce qu'il suffit pas que je règle l'amortisseur, il faut que je lui explique ce que je fais. Comme ça, au moins, la fois d'après, il peut se débrouiller tout seul, parce qu'il ne peut pas emmener un technicien derrière lui à chaque course, ça se fait pas. Il sait comment fonctionnent les suspensions, c'est lui qui les développe, c'est lui qui les fabrique, et il sait jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire avec. Donc il se concentre sur le travail de cette suspension, et tout le travail qu'on a fait en amont avant le championnat de France des rallyes, on est allé rouler plein de fois, et il me disait, on faisait des fois même pas 2 km, il me disait stop, tu t'arrêtes, tu descends, tu me fais 3 clics ici, 2 clics là. Et la moto ensuite, elle est métamorphosée. C'est vrai que ça c'est vraiment bluffant. J'emmène une acquisition de données avec moi. Puis moi, j'ai que ça à gérer, que le ressenti du châssis. Julien, il faut qu'il regarde sa trajectoire, où il va rentrer, où il va freiner, s'il y a du gravillon, une plaque d'herbe, un truc comme ça. Moi, je m'occupe pas de tout ça. C'est ça. C'est lui qui gère. Moi, j'ai qu'une chose à gérer, c'est le comportement de la machine, c'est tout. Est-ce qu'il y a des motos qui feraient que ce serait complètement impossible de le faire? Et à contrario, je t'ai vu aller jusqu'au Nikon avec François. C'est plus facile avec un Nikon? C'est pas plus facile avec un Nikon, c'est juste que c'est hyper sécurisant avec un Nikon. Il y a 2 roues devant, puis le challenge, il m'éclate en fait. Il m'éclate parce que le projet est décalé. Emmener déjà quelqu'un en duo, c'est déjà un peu original. Emmener avec quelqu'un qui a un lourd handicap, c'est encore plus décalé. Qui a 60 berges. Ouais, qui a 60 berges, 85 kg, parce qu'il t'a dit 85 kg hors taxe, hein, parce qu'on va parler hors taxe, hein, je te le rajoute, je te le précise quand même au passage. Voilà, si tu veux. Donc tout le projet est décalé en fait. Le projet est décalé, la moto est décalée parce qu'on ne s'attend pas à se retrouver avec une moto comme ça en rallye. Là, le Yamaha Niken, en fait, on le sort de sa zone de confort. Le Yamaha Niken, c'est pas une moto qui est prévue pour faire de la course, c'est pas une moto de course, c'est une moto pour aller se balader avec sa femme derrière, pour aller découvrir les Alpes, etc. Dès que ça tourne, c'est sympa, c'est génial. Mais on voit que cette moto, elle a du potentiel. Oui, parce que pour la majeure partie des motards, une moto, c'est 2 roues. Dès qu'on parle 3 roues, on pense MP3. Tout à fait, voilà. Quand on parle Nikon, on ne peut pas dire vraiment un vrai succès sur le marché parce que c'est bizarre, c'est quand même relativement lourd, c'est haut, tu ne dois pas poser tes 2 pieds à terre. Alors, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais alors, sur le côté lourd, je te rejoins là-dessus sans aucun problème. Effectivement, c'est très lourd à déplacer à l'arrêt. Une fois que tu es parti, tu le sens plus du tout. Est-ce que tu arrives à prendre autant d'angles qu'avec une moto, avec ce type de machine? Je ne l'ai pas mesuré, mais en tout cas, je vois pas pourquoi je ne prendrais pas autant d'angles. En tout cas, je le prends beaucoup plus en sécurité, l'angle. Parce que ce qui est génial, c'est que quand la route elle est bosselée, défoncée, là où avec une moto avec 2 roues, tu sens l'avant qui dribble un peu, tu dis oula, là je vais rendre un petit peu parce que je sens que c'est limite et je vais pas jouer. Avec un Nikon, en fait, tu te poses pas la question parce que quand il y a une roue qui dribble, l'autre rattrape tout le temps. Et c'est là où j'ai gagné cette spéciale en duo parce que la route était défoncée, si tu veux, et tu passes avec beaucoup plus de vitesse de passage et du coup tu fais la différence ici. Voilà. J'ai posé les mains sur les pneus, Julien. Tu les as bouffés jusqu'au bout. Hein. C'est sûr. Derrière, est-ce que François, tu as roulé sur des motos à 2 roues et puis le Nikon, est-ce que le ressenti derrière en tant que passager, il est différent? Toujours avec Julien le plaisir de la moto, c'est exactement le même. Ça ne change rien. Par contre, c'est sûr que j'ai la sensation d'avoir une moto quand même qui est collé au sol. Alors peut-être parce qu'il y a mes amortisseurs dessus. Ah, il l'a placé, t'as vu, il l'a placé. Il place bien quand même. Il est bon. Mais non, c'est vraiment, on a l'impression que la moto, elle décrochera jamais. Pour les passagers et les passagères, je pense que c'est quand même vraiment intéressant de rouler sur cette moto-là parce qu'on a un sentiment de sécurité.
Donc tu as plus confiance dans la machine que dans Julien en fait quand tu pars avec lui? Non, il faut les deux. Hein. Il faut les deux. De toute façon, si j'ai pris Julien, c'est parce que je sais qu'il n'a plus rien à prouver et qu'on n'est pas allé là-bas de toute façon pour aller démontrer qu'on était les plus beaux, les meilleurs. Ça fait quel effet de se retrouver dans un toboggan? Parce qu'il y a les animations, entre guillemets, de foire et autres, et où les vitesses sont guère autour de 20-30 km/h maximum. Là, derrière, François, tu te fais balloter à plus de 100, 120 sur des routes fermées, sur des spéciales. C'est une grande machine à laver. C'est ça. C'est une machine à laver qui dure pendant 15 heures, 18 heures, puisqu'on fait en moyenne 500 km. Et quand on est en train de faire un rallye en Ardèche ou à Véron et tout, là c'est des toutes petites routes hyper sinueuses, balancées à droite, gauche sans arrêt. Là c'est vraiment épuisant. En fait, le plus épuisant, c'est les liaisons, beaucoup plus qu'une spéciale. Une spéciale, c'est très intense, mais ça reste quelque chose de relativement court. Donc c'est violent. Il freine comme un sauvage, il accélère, je n'en parle pas. Hein, il n'attend pas une seconde pour tourner la poignée de gaz. Le gros problème, c'est le noir, c'est le mal de mer, quoi. Ça, c'est infernal. Imaginez-vous, vous, dans un grand 8, les yeux bandés, et puis passer 15 heures là-dedans. Vous allez voir un petit peu comment vous allez faire des sacrées pizzas à la sortie du grand 8. Hein. Faut pas manger avant de partir? Alors maintenant, j'ai trouvé la solution, parce que c'était pas évident au début de savoir comment faire. Donc déjà, avec l'accident que j'ai eu, j'ai pas la plus grosse des santé, mais en fait, c'est énormément de sommeil, et manger très peu, très très régulièrement. Et en fait, ça marche super bien. On est allé là-bas pour une super expérience, pour déjà ouvrir des portes aussi au milieu de l'handicap, parce que c'était pas gagné qu'un jour la Fédé veuille bien accepter qu'en rallye routier, on puisse faire rouler un aveugle derrière. Au début, c'était très compliqué pour avoir la licence, et puis effectivement, cette année, M. Poirier, qu'on a rencontré ce matin, notre président, dit oui, effectivement, là, on est super satisfait de vous avoir laissé partir comme ça. Ça a donné beaucoup d'espoir à bien des handicapés, et je le vois dans le monde des motards handicapés aveugles, parce que c'est pas parce qu'on est motard que ça risque pas de nous arriver. Et là, aujourd'hui, cette aventure, elle a été déjà une belle aventure entre nous, parce qu'avec Julien, on s'apprécie bien. J'avais le côté sportif, l'adrénaline que j'ai repris, parce que c'est plus moi qui est sur une grille, mais quand je suis sur le départ d'une spéciale, et puis qu'il me fait les décomptes, 5, 4, 3, 2, 1, et que là, il les sort, c'est génial. Mais en plus de ça, pouvoir dire, on a ouvert les portes à l'handicap, on a fait voir la moto de sport autrement que sur un circuit fermé, mais ouais, ça a été un grand moment. C'était génial. Bon, c'est cool, tant Ah mieux. putain, ça faisait longtemps. Là, tu vois, Oh François, putain, comment c'était top. là, François, on est à ce qu'on Bah, appelle... je me suis senti bien, tu peux pas savoir. Ouais, t'es bien. Ouais. Ah, tu peux en mettre, je suis sûr, Mais comment je suis bien derrière, c'est génial. On voulait montrer que malgré le handicap, tout est possible et redonner de l'espoir à des gens qui pourraient être victimes de handicap. Cette histoire, elle me tenait particulièrement à cœur parce que le handicap, je l'ai touché du bout du doigt. J'aurais pu être dans un fauteuil roulant ou même dans une caisse en bois. Donc si j'avais été dans un fauteuil roulant où j'avais eu un gros handicap, j'aurais aimé que quelqu'un me prenne par la main et me dise « Julien, viens, je vais t'emmener revivre les sensations que tu as vécues quand tu faisais de la course. » Voilà, de pouvoir faire vivre ça à François qui faisait de la course avant son handicap, qui vivait intensément tout ça, de pouvoir lui faire revivre ça, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, en fait, François, la course jusqu'à maintenant, il le vit un peu, j'ai envie de dire, par procuration. Il fait des suspensions, il fait rouler des pilotes en promo sport dans plein de catégories différentes, que ce soit en rallye avec mes 2 titres quand j'ai roulé avec les suspensions EMC, que ce soit aujourd'hui en promo sport, etc. Il gagne plein de titres, mais il le vit un peu à distance en fait. Moi, la pression, je l'ai, c'est quand je suis sur le bord de la piste et que j'ai mes pilotes qui partent avec du MC, quand je les vois qui sont devant, il faut que je sais qu'il va falloir que ça tienne pendant une demi-heure. Avant, j'avais la pression parce que c'est moi qui tourne à la poignée de gaz. Mais maintenant, cette pression-là, j'ai l'autre côté de la grille. C'est une autre pression, mais c'est pareil. Mais là, Julien, il m'a fait retrouver encore une autre pression. C'est de me dire, il faut que je sois bien derrière la moto, il ne faut pas que je gêne Julien, il faut que ça se passe bien. Et de pouvoir lui faire revivre ça, le sentiment il est magique parce que je me dis waouh, là j'ai fait quelque chose de chouette. Et puis aussi de pouvoir redonner de l'espoir à toutes ces personnes qui pourraient être victimes d'un handicap et qui se diraient mais en fait la vie elle s'arrête pas. C'est vraiment ce message-là qu'on veut faire passer. Quand tu te donnes les moyens, quand tu y crois et quand tu vas au bout de tes rêves, tout est possible. C'est vraiment le message qu'on voulait faire passer. Et il faut le faire savoir
plus qu'aux gars aux gars ou aux filles, hein, qui arrivent à un carton, plus que de leur faire entendre à eux, c'est le faire entendre à leurs proches. Parce que je suis bien placé pour le savoir, quand il nous arrive un accident comme ça, on vient, il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot, on devient des vrais cons. On n'écoute plus personne, on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé à nous, mais ça, notre histoire, j'ai envie que ce soit surtout les proches de l'handicap, parce que c'est eux qui vont après pouvoir comprendre pourquoi l'handicapé, il devient différent, il devient une autre personne. Et que s'il est bien entouré, eh bien, il pourra encore continuer à rebondir et à faire encore plein de choses. C'est une thérapie, la moto, finalement, pour vous Peut-être. deux? Ah oui. Peut-être. C'est une certitude. Peut-être, c'est une bonne... c'est vrai que la prochaine fois que je vais voir le médecin, il me prend une ordonnance avec marqué... Si j'avais pas eu la passion de la moto, moi, après mon accident, j'aurais jamais rebondi. Moi, c'est le plus beau. C'est le seul psychiatre que j'ai rencontré après mon accident. C'est mon boulot, c'est mes motos, c'est mes pièces, ça c'est certain. Et toi, ça t'a redonné en fait confiance en toi finalement? Peut-être, c'est certainement ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore que ce que vous avez fait jusqu'à présent? Oui, on peut en tout cas rêver plus, rêver mieux. Y arriver, je pense pas, mais rêver mieux. En tout cas, voilà. Je sais pas si c'est le moment d'annoncer ça, François, si, mais après, c'est toi qui t'emballes un peu là, je te le dis. Mais voilà, après, tu t'arranges avec ta conscience. François, parle-nous de ton rêve, de ton prochain rêve. Franchement, je te fais une confiance, Julien, mais c'est inimaginable. Quand je suis derrière, vraiment, j'ai pas le moindre doute. Il peut faire n'importe quoi avec la moto. Je suis à fond, je vis avec. Et franchement, quand je l'entends parler de cette sacrée course, le Titi, alors ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir avoir le cul sur une moto, derrière lui, là-bas, faire au moins un tour là-bas. Ah, mais là, ça, ce serait la cerise. En fait, l'idée de François, c'est son idée. Hein. Je me décharge de toute responsabilité. Là, vraiment, j'insiste bien, je me décharge de toute responsabilité. C'est pas moi qui lui ai mis ça en tête. Hein. Vraiment, je veux vraiment que ce soit clair. En fait, son idée, c'est vrai, ce serait de faire un tour, on va appeler ça un tour d'exhibition, sur route fermée, bien sûr, un tour d'exhibition en duo. Oui, l'idée, elle est folle, elle me fait marrer, mais les contraintes, elles sont 3 crans au-dessus de ce qu'on a fait là, pour pas dire 10 crans au-dessus. Donc voilà. Maintenant... Est-ce que le TT, tu rases les murs, tu passes très très vite, il y a de vraies différences, tu peux être dans les nuages à certains moments en fonction de la météo. Le tour fait 60 km. Le tour est quand même hyper long, mais tu rases vraiment les murs et tu décolles sur certains ponts. C'est ça, exactement. Exactement. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, que les contraintes, elles sont énormes. Ce ne sera pas les mêmes contraintes. C'est ça. Bon, le plus compliqué sur un rallye routier, c'est pas quand il roule fort, quand il freine fort, quand il couche la moto. Ça, pour moi, c'est vraiment pas un problème du tout. Le problème du rallye routier, c'est la longueur, c'est le temps. La liaison. C'est la liaison où je suis secoué, là, je suis vraiment malade. Par contre, je vois une des dernières spéciales qu'on avait en Loire-Atlantique qui était très rapide. Bon, ça se couche, ça prend de la vitesse, mais ça, c'est pas le gros souci. Maintenant, c'est de tenir les accélérations et les gros freins pendant une demi-heure. Là, oui. Par contre, il y aura beaucoup moins de changements de direction brutal comme on a en rallye routier. C'est sûr que en fait, les gros freinages, ce qui est compliqué à gérer pour François, c'est les gros freinages avec changement de direction, parce que là, il y a beaucoup de transferts, etc. Donc, des gros freinages au Tourist Trophy, il y en a peut-être 4, peut-être 5 sur 60 km, donc c'est pas que dalle, mais c'est pas grand-chose. Par contre, là où j'insiste bien, c'est que les vitesses là où sur une petite route technique sinueuse en rallye, on va être à 110, 120, peut-être 130 km/h. Au Tourist Trophy, on est plus souvent à 240, 250, 260 km/h, pour pas dire avec des pointes bien sûr à 300 à certains endroits. C'est là où justement il faut qu'ils puissent se rendre compte de ça. Comment faire ? C'est simple. On va peut-être l'année prochaine prendre une moto de vitesse, une moto sportive, aller sur des gros circuits type Dijon, type Le Mans, type aussi le Paul Ricard, le circuit du Castellet, pour qu'ils voient ce que ça fait que de prendre 300 dans Signes, 300 dans la ligne droite du Mistral, et puis de se jeter dans Signes à une vitesse pas loin des 200 km/h. Voilà, c'est la sensation que j'aimerais qu'ils puissent avoir pour me dire ouais, ok, on peut réfléchir, on peut rêver plus loin, ou on arrête de rêver, stop. Ça fait du bien de rêver, parce que quand j'avais 12, 13, 14 ans, je rêvais du Tourist Trophy. Je rêvais comme beaucoup de motards, finalement. En tout terrain, la course mythique qui fait rêver, c'est le Dakar. Sur route, la course mythique qui fait rêver,
c'est le Tourist Trophy, mais c'est une course qui est inaccessible. Et cette course, il y a encore 10 ans, elle me paraissait inaccessible. Et en fait, on voit que quand on se donne les moyens, qu'on y croit, et qu'on fait des sacrifices humains, techniques, financiers, en fait, on y arrive. C'est possible. Mon plus gros handicap, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, je suis hyper exigeant. Ouais. Et je veux toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus. Perfectionniste. J'ai à peine fini de développer un projet, un sujet, que ça y est, j'en ai déjà attaqué un autre. C'est déjà parti. C'est ça qui vous rapproche aussi de l'exigence. Il faut de l'exigence pour piloter, pour s'engager sur un Tourist Trophy. Je pense que là-dessus, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est vraiment le bon mot, en fait. Moi, j'ai l'impression d'être un peu trop perfectionniste. Alors, c'est une qualité parfois, ça peut être un défaut à d'autres moments dans la vie, mais pour rouler sur une course comme le Tourist Trophy, où l'erreur n'est pas permise, parce que si on fait de l'erreur une fois, Il n'y a pas de on n'aura détail. peut-être pas la chance de la faire 2 fois. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour que l'erreur ne soit pas permise et qu'elle ne puisse pas arriver, en fait. Encore une fois, en faisant tout ça, on est à l'abri de rien, parce que voilà, une panne mécanique, tout est possible. Quelqu'un qui casse un moteur devant, qui a l'huile qui s'étale sur la route et on rentre dans un virage en aveugle, on ne le voit pas. Bon, il peut y avoir... qui rentre en aveugle dans le virage. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le jeu de mots était, elle était pas mal. Je l'avais pas, mais pas mal. J'aime bien. Et effectivement, je suis un peu perfectionniste par rapport à ça. Et c'est peut-être ce qui nous rapproche, tu as raison, effectivement. Ouais, C'est aussi. ça un vrai pilote, c'est quelqu'un qui a besoin de technicité et de sécurité avant de quelqu'un qui a la tête folle pour rouler vite. C'est Il difficile ne faut de jamais répondre. avoir la tête folle pour rouler vite. Ouais, Pour rouler vite, il ne faut pas être fou. Hum. Celui qui est fou, il n'ira pas au bout. Pour répondre avec des chiffres à ce que tu me dis, en fait, c'est que souvent, quand je rencontre quelqu'un et qui découvre que j'ai fait le Tourist Trophy, il me dit, mais le premier mot qui lui vient à l'esprit, enfin en tout cas le premier mot qu'il me dit, mais c'est il faut être débranché pour faire ça. Hum. Tu dois être débranché pour faire ça. Tu dois te débrancher pour faire ça. Mais non, en fait. Pourquoi? Avec des chiffres, c'est facile. Une année au Tourist Trophy, il y a 3 courses de 1000 et 2 courses de 600, plus les essais de la 600 et les essais de la 1000. Tout ça cumulé, ça fait 40 tours. Alors tu vas me dire, 40 tours, ça fait pas beaucoup. Mais 40 tours de 60 km, ça fait 2400 km. Fois 3 années, ça fait presque 7500 km. Tu comprends Et puis que... un rythme assez soutenu, puisque mon meilleur chrono pour faire 60 km, c'était 18 minutes 09. Donc ça fait 200,5 km/h de moyenne, avec bien sûr des pointes à plus de 300. Et encore une fois, il faut rappeler le contexte pour ceux qui n'ont jamais vu le Tourist Trophy, mais ce sont des petites routes de campagne, c'est passé en ville, C'est ce que bien sûr. et avec pas beaucoup de dégagement ni de ballots de paille pour te récupérer. Il n'y a pas beaucoup de dégagement, comme tu l'as dit, et pour pas dire pas du tout. Et les ballots de paille, c'est surtout pour pas marquer les murs des habitations. Voilà, puisque quand tu te sors à 220, 230 ou 240 km/h, Contre un mur, le ballot ça- de paille, il ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas débrancher, comme peuvent le croire ou le penser certains, parce que quand on débranche, on ne fait pas 2 ou 3 tours à cette vitesse-là. C'est pas possible. En tout cas, on ne fait pas 7500 km à cette vitesse-là. Donc en fait, je réfléchis beaucoup, peut-être trop. En tout cas, quand on est sur la route, il faut vachement anticiper, il faut vachement prévoir. Je dis toujours, il y a la case verte, la case orange et la case rouge. Le bon pilote de vitesse, il est dans la case rouge parce qu'il peut rouler à 110%. Il sait que s'il va tomber, il va finir dans le bac à gravier. Et il n'arrive jamais à passer dans la case orange. Et le bon pilote sur route, il est dans la case orange, mais il n'arrive pas à passer dans la case rouge. Il est dans la case orange parce qu'il roule toujours avec de la marge. C'est pour ça que je ne serai jamais très très vite sur circuit, parce que j'arrive pas à passer dans la case rouge et à rouler à 110%. Et c'est aussi pour ça qu'un pilote de vitesse, j'ai toujours un peu d'appréhension quand il vient rouler sur la route, parce qu'il est toujours à 110%, il a du mal à passer dans la case orange. Voilà. Et quand tu es avec François, tu es en case verte du coup? Je suis plutôt entre la case verte et la case orange, tout à fait, ouais, bien sûr, Donc, évidemment. plutôt à 70, 60% des capacités? Oui, je garde beaucoup de marge parce que l'erreur est absolument pas permise. Et encore une fois, même si c'est pas une erreur de ma part, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est là où c'est pas évident et la responsabilité elle est énorme. Et j'ai pensé à ça toute la saison. Et surtout pas envie de pouvoir des fois donner des arguments, de dire bah voyez la moto en duo avec une personne invalide derrière, c'est dangereux, faut surtout pas le faire, quoi. On n'avait pas le droit de montrer ça, surtout pas, quoi. Ce que vient de dire François, c'est exactement ça en fait. La moto, là on a eu la chance d'avoir un sujet, merci à Christian Choupin qui nous a fait un beau sujet sur France Télévisions, un sujet de 4 minutes 30 à 1 heure de grosse audience sur une chaîne du service public, c'est génial. Mais la moto, quand on en parle à la télé, c'est toujours mal vu, ça va toujours trop vite.
c'est toujours parce qu'il y a eu un accident, c'est toujours parce que ça fait du bruit, c'est parce que voilà, ça a toujours un côté négatif. Et là, en fait, on a pu, par cette histoire-là, où la moto était peut-être finalement en fait qu'un prétexte pour parler du handicap, mais en tout cas, on a pu redonner une belle image à la moto. C'est aussi ça qui était sympa. Et puis aussi, ce qui était important pour moi, c'est de mettre François en avant et toutes les personnes comme François qui sont victimes de gros handicaps lourds à porter. Je vais citer, alors je crois que c'est Philippe, son prénom, Philippe Croison, qui a été amputé des 4 membres, en fait, hein, les 2 bras, les 2 jambes suite à un accident. Et du coup, cette personne-là, elle s'est reconstruite, elle s'est battue, elle est allée de l'avant. Cette personne-là, elle a quand même fait le Dakar en voiture, elle a quand même traversé la Manche à la nage, elle a un record en plongée. Moi, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, enfin j'ai tout, je serais incapable de traverser la Manche. Et ces gens-là, ils se battent malgré un handicap qui est hyper lourd à porter, ils se plaignent pas, ils vont de l'avant, et ils nous donnent en fait une leçon de vie tous les jours. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Et ça sera le mot de la fin avec François peut-être, pour ajouter un petit mot derrière ce que vient de dire Julien. Moi, je dirais que de toute façon, le handicap, oui, il se voit surtout de l'extérieur. Nous, on se sent même plus handicapé. Moi, j'y fais même pas attention. Moi, c'est ma vie. Quand vous mettez un pied devant l'autre pour marcher, bah moi, c'est pareil. Je travaille, je bouge, mais je fais même plus attention que je vois plus clair. Et puis une vie de famille. Félicitations pour ce tout récent mariage d'ailleurs. Et oui, comme quoi, même à 60 ans, on parvient à faire des trucs de dingue, pour aller routier en duo et se marier en même temps. C'est ça le plus dingue finalement dans toute cette histoire, c'est le mariage. Peut-être. Je sais pas où j'ai pris le plus de risques. Elle est pas mal. J'aime bien le mot de la fin. Merci à tous les deux en tout cas de nous avoir rejoints ici. Et ben merci beaucoup pour l'invitation.